Identité, nom féminin. Rapport que présente entre deux ou plusieurs êtres ou choses qui ont une similitude parfaite. Identité de goût entre personnes. Caractère de deux êtres ou choses qui ne sont que deux aspects divers d'une réalité unique, qui ne constituent qu'un seul et même être. Reconnaître l'identité de deux astres. Caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité. Personne qui cherche son identité, identité nationale. Ensemble des données de faits et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Date et lieu de naissance, Nom, prénom, filiation, etc. Identité. Un mot, une notion, bien plus qu'un concept. Mais pour chacun, l'idée du sentiment d'identité est une chose très forte. Étant donné le caractère difficilement définissable de l'identité, peut-être serait-il plus simple de multiplier les tentatives pour essayer d'en déterminer le sens. Une chose est sûre, nous n'existons que dans la relation à notre environnement, et nous ne nous construisons que par cette relation. Ce n'est pas seulement être qui est important, mais être avec l'autre. Mais alors, existe-t-il un lien entre la fabrication des identités et la mémoire des groupes sociaux? Les événements de la vie se transmettent-ils de génération en génération? Et qu'est-ce que transmettre veut dire? Ce mot résonne-t-il de la même manière chez un biologiste, un physicien ou un psychanalyste? Quelle est la part de l'inné et celle de l'acquis dans notre identité? Retour à la case départ. Qu'est-ce que l'identité? Ce qui n'arrête pas de m'échapper, déjà. C'est une notion qui est à la fois simple et compliquée à définir selon l'échelle et selon ce qu'on veut intégrer dans cette définition. L'identité, c'est déjà l'appartenance à une espèce. Il y a une profonde croyance, presque religieuse, que l'homme peut changer et que la capacité de définir qui on est dépend du contexte. L'identité, c'est le produit d'une relation dynamique entre l'individu et son environnement. Et de l'histoire de toutes les interactions. L'identité, elle n'est pas acquise, elle n'est pas posée à un moment donné, mais elle est en construction. Elle est à la fois en recherche et en construction. Je ne répondrai pas à l'identité, je dirais le sentiment d'identité, c'est cette espèce d'illusion synthétique que j'arrive à construire et qui me donne l'illusion momentanément que je suis moi, rien que moi, indépendant du monde et autosuffisant, parce que je méconnais à ce moment-là à quel point dans ce que je suis déterminé par des données génétiques, des données constitutionnelles, des données innées que je ne connais pas. Dans quelle mesure nos choix sont même prédéterminés, on a l'impression de les faire librement, mais on ne les fait pas librement. Bon, c'est de fait une question. Les premiers éléments de réponse sur la question d'identité furent donnés par le moine Grégoire Mendel, qui s'intéressa au caractère héréditaire, c'est-à-dire transmis de génération en génération. En croisant des pois jaunes avec des pois verts, Mendel observa que les pois obtenus étaient tous jaunes. À la génération suivante, c'est toujours le caractère jaune qui domine, mais cette fois dans des proportions différentes, 3/4 de pois jaunes pour 1/4 de pois verts. Il fit la même observation avec des pois lisses et des pois ridés. Et le même phénomène apparaissait. Il en déduit la seule explication possible. Lorsque les deux facteurs sont différents, un seul s'exprime. La génétique moderne commence un peu avec Mendel, qui était moine, qui étudiait dans son jardin les caractères qui étaient transmis quand il croisait les plantes entre eux. Ces découvertes étaient un peu perdues, redécouvertes au début du XXe siècle.
et un long débat de savoir quelle était la base physique, moléculaire de cette transmission, avec plusieurs hypothèses, jusqu'à en arriver à des manips qui ont montré vraiment que l'ADN, c'est le support pour cette information génétique. Il y a dans ce flacon une substance qui est plus précieuse que l'or, les diamants ou le pétrole du monde réunis. Cette substance, les Anglais l'appellent le DNA. Les Français, l'ADN, et les chimistes d'un nom un peu barbare, l'acide désoxyribonucléique. Suivant le point de vue auquel on se place, c'est une substance chimique inerte ou c'est déjà de la matière vivante. Nous vous expliquerons pourquoi tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, tout le mystère de la vie se trouve à l'intérieur de ces substances. Et ce flacon est un peu une boîte de Pandore qu'il vaut mieux refermer en attendant de vous expliquer pourquoi. C'est une grande question qu'on ne peut pas vraiment répondre pourquoi une cellule devient ça ou ça. C'est, en fait, dans notre laboratoire, c'est ce qui nous intéresse, comment une cellule souche devient cellule neuronale ou cellule musculaire. À un certain moment, il y a un engagement dans le programme et après une suite qui amène vers les phases vers ce qu'on appelle une différenciation terminale. Donc il y a des précurseurs qui ont un peu engagé, mais pas complètement, donc peut-être plus réversible que tout en bas de la montagne. Et donc on peut peut-être des fois changer la direction, changer le chemin. Ça va être le milieu extracellulaire, les facteurs de croissance, le milieu, même le milieu physique, donc le milieu extracellulaire, les protéines autour, les autres cellules, et aussi d'autres choses, peut-être la température, et un certain stochastique. Donc on s'engage et après pourquoi on devient un cameraman ou réalisateur ou chercheur. Donc il y a un engagement au début et après il y a un chemin qui nous amène de plus en plus. Les interactions avec les gens autour de nous, etc. Est-ce que l'environnement agit sur une cellule? Oui. Oui, et on le sait depuis longtemps, alors ça se décline. La nutrition, par exemple. Si on prend un être unicellulaire qui est en contact direct avec son milieu extérieur, son milieu nutritif va changer, ses conditions de vie vont changer, la température, le pourcentage d'oxygène, etc. Donc la cellule doit s'adapter, mais c'est la même chose dans l'organisme. Par exemple, une femme enceinte qui mange rien, le fœtus, il va de toute façon prendre tout ce qu'il y a autour, même si ça change, il va puiser autour. Donc, que l'environnement extracellulaire joue sur la cellule, sur son métabolisme et sa façon de répondre, c'est évident. Alors, il y a un exemple qu'on regarde, nous, au labo, qui est un modèle d'étude pour nous. On travaille sur la levure, c'est un être unicellulaire, qui est le choc osmotique. Alors, ça se voit très bien. On prend la levure, on la met dans des conditions beaucoup plus salines et on voit la cellule qui fait et puis elle s'adapte et après fait voilà. Donc ça se voit, c'est évident. La vraie question actuelle, c'est pas tellement celle-là. Ça, on sait depuis longtemps, c'est très étudié et les voies de signalisation qui vont en fait des molécules qui perçoivent les changements aux réponses des gènes et du métabolisme, c'est très étudié. La question, c'est en quoi est-ce qu'il va y avoir une mémoire de ces changements et en quoi l'adaptabilité peut être transmissible. Il y a un phénomène qui est décrit en biologie qui s'appelle l'endosymbiose, qui fait que deux organismes différents vont arriver à se constituer comme une chimère, dont l'ADN de l'un va modifier l'ADN de l'autre au point de disparaître. L'exemple le plus connu, c'est celui des mitochondries et des chloroplastes, qui au départ, il y avait un prédateur qui prenait sa proie. Ces deux individus ont fini par produire un nouvel individu d'une nouvelle espèce qui était modifié. Bon, je vais vite et un biologiste dirait que ce que je raconte est largement insuffisant, mais moi ça me suffit.
Je dirais, moi, ce modèle-là m'aide à penser ce que peut être le transfert en analyse. Un patient vient me voir avec sa souffrance, le sentiment de son incomplétude, de ses manques, de ses défaillances. Il va essayer, en se couplant à l'analyste, de créer une chimère et une espèce de monstre qu'on appellera le transfert, qui est à nous deux. Ça va permettre de produire un homme nouveau, parfait, complet, qui à la fin de l'entreprise analytique aura réalisé tous ses désirs infantiles. Bien évidemment, tout le travail de l'analyse, ça va être de faire ça et de montrer qu'à la fin, il sera incomplet, il sera inachevé, ça n'empêche pas de vivre, même au contraire. Mais, par exemple, je trouve que ce modèle de l'endosymbiose permet d'imager ce qu'essaye de réaliser le patient au travers de la création de la névrose de transfert. Et ça m'aide à penser, du coup, le narcissisme, les processus d'identification, les processus d'altérité ou de refus de l'altérité, parce que c'est clair que dans ce dispositif-là, l'analyste n'existe pas comme personne. Il existe comme complémentation, moyen d'introjecter des parties manquantes. Alors, mais quand je prends ce modèle de l'endosymbiose, c'est une analogie. Est-ce que c'est une analogie forte qui, par exemple, voudrait dire que des mécanismes primitifs qui, au début de l'apparition de la vie et de la complexification de la vie, ont permis qu'apparaissent des cellules, des organismes capables de respirer par eux-mêmes ou de synthétiser la lumière pour les chloroplastes et compagnie. Est-ce que ces mécanismes primitifs ont laissé des traces qui font que dans l'individu humain, au niveau des fonctionnements psychiques, existent des fonctionnements qui ont eu pour précurseur ce type de phénomène? Bien sûr, il doit y avoir une inscription de ça, biologique, c'est impensable qu'il en soit autrement. Et à la fois, on ne sait pas encore exactement aujourd'hui en quoi ça consiste. Mais ces différents niveaux de la transmission des expériences, il faut se demander à quel moment chacun des niveaux commence, ou à quel moment on passe d'un niveau à l'autre. Par exemple, du niveau de l'apprentissage, bon, qui est quand même surtout relationnel, au niveau de ce qui rend possible cet apprentissage, de j'ai transmis à ma descendance, par exemple, un patrimoine biologique, assez majoritairement génétique, qui leur permet d'apprendre. Donc l'apprentissage, ça met en jeu différents niveaux de transmission. Bon, une transmission orale directe et une transmission biologique, génétique surtout, directe elle aussi. Les changements en biologie, les systèmes biologiques sont dynamiques. C'est pas que l'ADN. Si c'était que l'ADN, il n'y aurait rien à dire. Il y a juste les séquences de l'ADN. Il n'y a pas que ça. Il y a tout le reste qui tourne autour, tout l'épi qui tourne autour, qui change tout le temps. Et la dynamique, je crois, ce qui est un peu intéressant dans l'épigénétique, que ça intègre l'idée de temps. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est que ça nous amène aussi à la question du déterminisme, de savoir dans quelle mesure la volonté, la décision a un poids sur ce qu'on acquiert, sur ce qu'on devient. Est-ce qu'on est prédéterminé par notre inné? Est-ce qu'on est prédéterminé par une interaction innée-acquis? Ou est-ce qu'on a la marge de manœuvre? Est-ce que notre volonté peut moduler ces caractères prédéterminés? Moi, je pense que tout ce qui existe au niveau psychique a des précurseurs. Par exemple, je comprends très bien quand Prochian se dit le calamar pense avec ses tentacules. Et c'était intéressant parce que Freud, par exemple, dit il faut penser que la pensée, elle est comme une amibe, elle a le fonctionnement d'une amibe qui de temps en temps envoie des pseudopodes dans le monde pour goûter le monde. Les pseudopodes ramènent ce qui est bon et l'intègrent à la personne, donc modification de l'identité, ou au contraire le repousse. Mais pour parler de la pensée, il prend la métaphore du fonctionnement d'une amibe. Est-ce que c'est qu'une métaphore faible? Ou est-ce que ça veut dire que dans l'évolution, la pensée est apparue sur le modèle de précurseur qui était par exemple ceux dont témoigne l'amibe, dont à ce moment-là, Prochian aurait raison, c'est une forme élémentaire de pensée. Ça n'a rien à voir avec la pensée investie par les hommes, ça s'est complexifié. Mais en même temps, ce qu'on croit de le propre de l'homme a toujours eu des précurseurs.
Si le calamar pense avec ses tentacules, essayons de penser avec notre cerveau. De quoi exactement notre identité est-elle le produit ? Produit de l'évolution, produit de l'histoire, produit de nos histoires. L'articulation entre psychanalyse et biologie permet de penser de manière large le type de trace que laissent les événements de la vie et la manière dont cette trace pourrait être modulée et influencer la suite de l'existence. Je suis un fou paranoïaque phénicien de l'Ampourdan. Autour de Dali, tout est vrai, sauf moi. Mais y a-t-il eu une période de votre vie où vous n'avez pas été fou? Ah non, ça c'est... j'ai consulté le Dr Rumaguera, Freud lui-même. Il paraît que je suis un fou congénital et que la période probablement décisive de ma folie était placée exactement 1 mois et demi avant ma naissance, c'est-à-dire au sein de mon paradis intra-utérin. Parce que avant de naître, j'avais des visions fulgurantes des œufs de plat, sans le plat, qui bougeaient à une vitesse presque cosmique. Évidemment, les êtres qu'avant de naître, déjà, ils voient des œufs sur le plat, sans le plat qui bouge. C'est déjà un signe assez anormal. Freud rend compte qu'il y a peut-être une hypothèse à faire, c'est qu'il y ait des événements de l'histoire humaine qui ont une telle importance, qui vont laisser une trace chez les individus et qui serait une trace transmissible d'une génération à l'autre et qui expliquerait comment la tradition se constitue, comment elle se maintient, la force identitaire d'un peuple, c'est-à-dire ce qui fait que chacun d'entre nous à la fois peut ne pas être chauvin, ne pas être xénophobe et pourtant quelque part il peut se dire je suis profondément juif, espagnol ou je sais pas quoi. Il y a une espèce d'indiscutable qui se constitue là et qui est très mystérieux. Je sens bien que de venir d'une famille espagnole, ça laisse une trace et qu'il y a quelque chose qui est hyper présent dans ma vie. C'est une question centrale chez un individu de se demander qui on est et de se situer. Chez les ados, c'est quand même extrêmement important quand même. Ils passent leur adolescence à se demander qui ils sont et à essayer de se définir. Mais ça continue toute la vie, on ne se définit pas. Je pense qu'il y a certains âges où on essaye de se définir soi-même et qu'est-ce qui nous différencie par rapport aux autres. Comment on arrive à construire le sentiment d'identité qui, par moment donné, nous permet de croire qu'on a une identité avec le risque que si on se prend pour cette identité, on perd toute sa plasticité. D'où viennent les différences entre moi et mon frère jumeau? Donc on partage le même génome, mais pas les mêmes caractéristiques, pas les mêmes phénotypes. Donc si on a le même ADN, pourquoi on est différent? D'où ça vient? Donc qui suis-je? Il y a plein de réponses différentes. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire que c'est pas possible pour des raisons ineffables, tu vois, parce que chaque personne est unique, etc. Oui, chaque personne est unique, mais pourquoi? On peut dire pourquoi. Parce que chaque personne est la seule à avoir déjà le tissu d'inscription familial, social, biologique, etc. qu'elle a. Chacun d'entre nous est unique. Aucun d'entre nous n'a envie d'imaginer un monde sans lui, un monde où il n'aurait pas une place centrale. En même temps, chacun d'entre nous n'est que le maillon d'une chaîne, un maillon unique certes, qui fait que le monde est comme il est. Chacun d'entre nous est indispensable, mais pas au point que le monde ne serait pas. Un seul d'entre nous ne serait pas, et le monde serait différent. Difficile donc, cette notion d'identité, et celle-ci méritait bien un point d'interrogation. Poser une question ou la bonne question, c'est déjà vraiment un résultat. Déjà parce que quelle que soit la discipline, la pertinence de la question ne peut être établie que si on a un petit peu fait le tour de ce qui se fait et qu'on est capable et qu'on est en mesure de justifier pourquoi c'est cette question-là qu'on pose. C'était important pour moi quand on a créé des projets qu'il y avait une question. Ce n'était pas juste mettez les chercheurs ensemble, ils vont avoir les découvertes. Je voulais qu'il y ait une question dure, une question osée, une question polémique, une question difficile, qu'on pouvait écouter le psychanalyste et le biologiste et le physicien
que chacun va répondre différemment. Qui suis-je? Et comme ça change tout le temps, on va travailler ensemble pour voir qui suis-je dans 8 ans à la fin du projet. Parce que les bonnes interprétations viennent des bonnes observations, qui viennent de bonnes questions. Donc il faut être capable de poser les bonnes questions, de construire les manières pour répondre à ces questions, d'observer, passer beaucoup de temps au microscope, de regarder les cellules, les gels, les molécules. Et oui, il faut être un bon observateur. La manière même dont on nomme les réalités qu'on découvre, elle est donc dont on les appréhende, dont on les attrape, avec le langage, qui est un outil comme un microscope, c'est pareil. Hein. Au même titre qu'un microscope, c'est un outil. Eh bien, il faut toujours garder ça en tête, parce que ça détermine assez largement le type de réalité qu'on peut attraper, en fait, le prisme qu'on adopte, quoi. Un des buts de ce LabEx, c'était effectivement d'essayer d'aborder les déterminants de l'identité grâce au regard des différentes disciplines. Et pour nous, c'est très important. Chaque discipline, pris indépendamment, a quand même un regard un peu restreint, un peu restrictif. Et la première chose indispensable quand on commence à travailler à plusieurs disciplines, c'est d'être capable de communiquer entre nous. Et ce n'est pas un vain mot. Donc il faut être sensible à les interactions, il faut être capable d'être influencé par des autres, d'écouter, de contribuer. Le premier obstacle, c'est la sémantique. Un même mot ne veut pas dire la même chose. Et donc dans ce but, il y a un des projets qui a été proposé par des membres du LabEx qui consiste à essayer de faire une petite encyclopédie ou un petit dictionnaire où pour chaque mot, on va essayer de donner soit plusieurs définitions en fonction des regards croisés, soit arriver même éventuellement à une définition qui intègre tous les regards croisés. Le premier défi, c'est d'arriver à ce que ces différentes disciplines, ces différentes personnes se parlent et qu'elles arrivent à travailler ensemble et à avancer dans ce caractère interdisciplinaire. Tout le travail déjà de pluridisciplinarité, il est là. Il est de finalement mieux cerner l'objet réel qu'on cherche à saisir, de mieux voir comment chacune des disciplines a sa limite et va construire une découpe de ce réel qui est la réalité que produit cette discipline, mais au prix d'autres choses qui lui échappent. Pour un chercheur, on explique ce qu'on connaît aujourd'hui, en sachant que demain, on va me montrer que c'est faux. Et c'est pas grave. Peut-être c'est pas grave qu'on ne peut pas tout définir. C'est quoi un être humain? C'est moins clair aujourd'hui. Hein? L'identité serait-elle une illusion réelle, une sacrée réalité qui aide à vivre? À l'heure de la globalisation, à l'heure de la mondialisation, à l'heure où les discours identitaires prennent de plus en plus de place, il était important que la recherche s'empare du débat. En apportant de nouveaux éléments de réflexion, en déconstruisant cette notion d'identité, peut-être ces chercheurs arriveront-ils à ouvrir de nouvelles portes, à créer de nouvelles connexions, à poser un regard nouveau pour entrevoir peut-être un nouvel horizon. Qui suis-je? Difficile. C'était pas sur la liste là. Qui suis-je? Je sais pas, faut demander aux autres. Qui a mon patrimoine génétique? Qui à l'heure actuelle a ces modifications épigénétiques, etc. Qui se trouve aussi, il y a de la physique dans le LabEx aussi, qui se trouve à tel point dans le continuum spatio-temporel, etc. Donc qui es-tu? Je suis le croisement de tous ces réseaux de relations. Qui je suis? Tu me demandes de dire qui moi je suis. Je ne suis pas sûre de pouvoir, parce que là je vais revenir à ma première définition. Je peux te donner un certain nombre d'éléments qui font que tu vas m'identifier en tant que moi et que tu vas savoir que c'est moi, que c'est Pauline, et que c'est personne d'autre. Est-ce que ça me définit? Comme un picador. Ouais, comme un picador.
Qui êtes-vous, vraiment? Qui je suis? Vaste question. Question de toi, Homo sapiens. Tu vois, c'est ça, l'évolution. Je sais très bien qui je suis. Moi, je suis... Je suis Un fantasme. Je sais pas. tout le monde. Je suis Seul. l'absolu, Bah oui, mais les gens vont pas comprendre. car je suis parfaite.